Merci, Madame la Présidente. Donc, Professeur Hida m'a demandé de faire sa présentation, et donc je vous demande de laisser vos questions à la fin, enfin quand il arrivera ce soir. Pour poser les questions. Alors, l'hémorragie digestive chez l'enfant est aussi une situation qui n'est pas rare en pédiatrie, en gastroentérologie pédiatrique, et ça fait peur quand l'enfant saigne au niveau du tube digestif. On a souvent l'idée derrière d'un choc hémorragique, d'un choc hypovolimique, et donc on est souvent alerté, enfin les parents sont les premiers à être alertés, et bien sûr le médecin, quand il reçoit un enfant qui saigne, il doit faire bien sûr le nécessaire. Alors l'hémorragie digestive haute, c'est quoi? C'est bien sûr un saignement, juste pour le rappeler, qui dépend en tout cas d'une lésion qui se situe en amont de l'angle de 13. Donc ça peut intéresser l'œsophage, l'estomac ou le duodénum. Alors il s'agit en fait du rejet de sang rouge ou parfois noirâtre par la bouche ou même parfois par le nez lors d'un effort de vomissement. C'est ce qui permet un petit peu de distinguer des hémorragies issues d'autres appareils, notamment ORL ou respiratoires. Ça peut être aussi des mélénas qui vont traduire cette lésion du haut d'appareil. Et là, c'est l'émission, bien sûr, par l'anus de sang noirâtre, mélangé ou non à des selles, et qui fait souvent suite à des hématèses. Comme quoi, le sang issu du segment supérieur n'est pas totalement évacué par la bouche. Il y a une partie qui va être évacuée en fait par l'anus, et donc la gravité en fin de compte, et on va y revenir, n'est pas appréciée uniquement sur ce qui est émis ou extériorisé par la bouche, parce qu'il y a une grande partie qui va être éventuellement éliminée par le bas, et donc ça peut sous-estimer en quelque sorte l'hémorragie. Donc il va falloir, comme vous le savez, distinguer ces hémorragies hautes des hémoptysies, des épistaxis, des glutis. Ça peut être aussi des gingivorragies. Ça peut être des vomissements teintés par des aliments ou des boissons. Ça peut être aussi, pour ce qui est des selles noirâtres, de selles colorées, vous connaissez tous en tout cas la supplémentation martiale et la coloration noirâtre des selles, qui en fait n'est pas liée bien sûr à une hémorragie. Alors la première étape bien sûr devant une hémorragie digestive haute, c'est d'évaluer la gravité de ce saignement. Alors la quantité de sang perdu, elle est souvent surestimée, notamment par les parents qui sont bien sûr inquiets. Mais la meilleure façon bien sûr pour évaluer l'importance de l'hémorragie, c'est le retentissement hémodynamique. Comme je viens de le dire, il y a une partie aussi du sang qui est éliminée par le bas, donc le sang extériorisé par la bouche ne reflète pas exactement la quantité de sang qui a été extravasée. Et bien sûr, si on va être précis, il y a le taux d'hémoglobine qui va finalement bien estimer, je dirais, l'importance de ce saignement. Alors finalement, c'est une urgence pédiatrique qui n'est pas rare et peut mettre en jeu parfois le pronostic vital quand le saignement est important. Elle peut révéler une pathologie grave, donc l'hémorragie digestive haute peut être le premier signe d'une pathologie digestive, notamment l'hypertension portale. Elle peut récidiver aussi de façon imprévisible et voire parfois cataclysmique, Et donc, généralement, dans une hémorragie digestive qui inquiète, il va falloir hospitaliser l'enfant et faire les investigations nécessaires. Alors, la mise en condition en cas de besoin, c'est-à-dire en cas d'hémorragie digestive importante ou avec un retentissement, notamment hémodynamique, inquiétant. Donc là, vous avez en tout cas la prise en charge de l'état de choc. Il est préférable de prendre 2 voies veineuses, mettre l'enfant en position latérale de sécurité, monitorer l'enfant, assurer une bonne oxygénation, mettre en place une sonde nasogastrique et bien sûr proposer un traitement symptomatique et parfois probabiliste. On a souvent recours à des traitements justement, notamment des antiacides, avant même d'explorer ou d'investiguer ces hémorragies digestives. Alors, pour l'enquête étiologique, il y a d'abord la place importante, bien sûr, de l'interrogatoire, l'examen clinique ensuite, et puis l'examen clé, bien sûr, reste la fibroscopie œsogastro-duodénale, dans un but aussi bien diagnostique, bien sûr, que thérapeutique parfois. Alors, le professeur Hida a proposé des cas cliniques rapidement pour illustrer un petit peu la conduite à tenir et les principales étiologies. Alors, vous avez ici l'observation d'un enfant de 5 ans qui a consulté pour des hématémèses. Il s'agissait du sang rouge vif, extériorisé depuis 2 jours avec une grande abondance. Il n'y avait pas de méléna.
L'examen clinique qui avait montré une pâleur cutaneo-muqueuse, il n'y avait pas d'hépatomégalie ni de splénomégalie, il n'y avait pas d'autres signes de saignement. Donc là, vous avez un syndrome anémique suite à des hématémèses. Alors, vous pensez à quoi? Bon, rapidement. Bon, il y a une hémorragie digestive. L'examen clinique est normal, il n'y a pas de syndrome hémorragique ailleurs, il n'y a pas d'hépatomégalie, il n'y a pas de splénomégalie, donc on suspecte en général une lésion digestive directe. Ça peut être une œsophagie, ça peut être une gastrite, ça peut être un ulcère. Bon, l'adénocarcinome, il est vraiment exceptionnel. Un trouble de la coagulation, un polype gastrique, duodénal, rupture de varices œsophagienne, un angiome, mais là vous n'avez aucun signe, je dirais, orientateur a priori. Alors le bilan qui a montré une hémoglobine à 5, normochrome, normocytaire, et un enfant qui a nécessité une transfusion. Bon, les autres paramètres, plaquettes à 350 000, des PTCA dans les normes, et le reste du bilan hépatique était normal. Vous avez une petite orientation? Alors, on fait une fibroscopie, bien sûr, qui reste l'examen clé. La fibro n'a pas montré de lésion évidente ou de lésion qui saigne au niveau du tractus digestif haut. Mais au moment du retrait du fibroscope, on tombe sur une sanction, en fait. Vous connaissez probablement ce petit animal qui a tendance à sucer du sang au niveau du tube digestif, qui reste parfois caché au niveau de l'oro ou du rhinopharynx. Et donc l'extraction de cette sanction a permis justement de régler le problème. C'est ce qui est en fait à l'origine de ce saignement digestif. Alors devant une hématémèse, donc bien sûr il y a la place d'un bon interrogatoire, d'un bon examen clinique. Hématémèse à fibroscopie normale. Bon, il y a cette histoire de sanction, mais il faut penser aussi à l'épistaxis ou à l'hémoptysie déglutique quand on ne trouve pas de lésion au niveau du tract digestif. Ça peut être aussi du sang dégluti par le nouveau-né ou le petit nourrisson, notamment en cas de crevasse du sein ou de mamite. Ça peut être aussi, attention, un trouble de la crase, mais en général, il y a d'autres sites de saignement. Une autre observation, un enfant de 6 ans sans antécédent qui consulte pour un problème d'hématémèse de grande abondance avec méléna. Il n'y avait pas de prise d'anti-inflammatoire, d'AINES ni de corticoïdes, il n'y avait pas de fièvre, il n'y avait pas d'épigastralgie. Et puis l'examen clinique, il y avait une pâleur cutaneo-muqueuse, conséquence de ce saignement. Il n'y avait pas d'hépatosplénomégalie, pas d'angiome, pas d'autres saignements. Et puis quand on fait une fibro, on tombe quand même sur des varices œsophagiennes assez quand même inquiétantes qui ont dû bénéficier par la suite de ligatures endoscopiques et l'échographie qui est tombée quand même sur un cavernon porte. Alors, diagnostic d'HTP possible dans ce cadre en particulier, même en l'absence d'hépato-splénomégalie, et le cavernon porte, au même titre que l'HTP en général, peut être découvert initialement, je dirais, par une hémorragie digestive haute. Alors, fibroscopie pour hématémèse avec douleur épigastrique, ça peut être une gastrite aussi nodulaire, ça peut être même un ulcère bulbaire, mais l'ulcère bulbaire c'est beaucoup plus d'origine médicamenteuse. Et il ne faut pas oublier donc de faire des biopsies, rechercher bien sûr l'Helicobacter pylori, que ce soit pour la gastrite ou même pour l'ulcère. Et donc c'est aussi une étiologie possible des hémorragies digestives hautes. Alors pour synthétiser un petit peu les principales causes donc des hémorragies digestives chez l'enfant, donc vous avez les causes œsophagiennes, donc œsophagite peptique. Il ne faut pas oublier aussi le syndrome de Mallory-Weiss qui survient dans des vomissements assez forts et qui entraîne secondairement une lésion de l'œsophage, et c'est généralement des lésions à cheval entre le cardia et le tiers inférieur de l'œsophage. Ça peut être aussi bien sûr une rupture de varices œsophagienne, puis vous avez des causes relativement plus rares, les gastrites hémorragiques, les ulcères secondaires à la prise de médicaments ou en rapport éventuellement avec une infection à Helicobacter. Puis je pense que c'est la dernière observation. Donc là vous avez un nourrisson de 9 mois avec une histoire de vomissement chronique, un enfant qui reçoit des antiémétiques de temps en temps et qui a fait 3 épisodes d'hématémèse, 2 à l'âge de 7 mois et 1 à l'âge de 9 mois. À l'examen, c'est un bébé qui a une pâleur cutaneo-muqueuse et qui est hypotrophe
Et vous voyez la fibroscopie, donc qui montre ces lésions donc d'œsophagite peptique, qui reste aussi une cause fréquente de saignement digestif chez le nourrisson. Donc, problème comme on vient de le voir avec la prise en charge donc de reflux gastro-œsophagien, c'est la complication bien sûr à craindre, et ça pose ou ça repose le problème de la consultation adaptée, de prescription adaptée, qu'on demandait aussi des explorations justement pour étayer ce genre de diagnostic. Alors, vous avez ici les principales causes des hémorragies digestives hautes chez les nourrissons, donc les causes fréquentes d'œsophagite peptique. Ça peut être aussi une ulcération d'origine médicamenteuse, à Inès en particulier. Il ne faut pas oublier aussi l'allergie aux protéines de lait de vache, qui peut aussi se manifester par une gastrite hémorragique. Et puis, vous avez les causes rares, une gastrite aiguë, là où un syndrome de Müller-Rivers relativement moins fréquent, et puis les varices œsophagiens qui restent relativement aussi rares chez le nourrisson. Alors, en période néonatale, là aussi, vous avez un certain nombre de spécificités. La cause la plus fréquente chez le nouveau-né serait plus l'œsogastrodiodenite néonatale, plus rarement l'entérocolite ulcéronecrosante ou les lésions d'origine traumatique. Alors, l'œsogastrodiodenite néonatale, une étiologie le substratant physiopathologique n'est pas bien connu. On évoque un stress maternel, parfois une souffrance aussi fœtale qui peut être en cause, et vous avez même des signes extra-digestifs qui peuvent la révéler, tel un malaise. Et c'est en fait que lorsque l'enfant saigne que l'on pense à l'œsogastrodiodenite néonatale. Et donc, bien sûr, là aussi, l'examen clé, c'est l'endoscopie digestive qui va montrer en tout cas des lésions variables. Et c'est des lésions qui vont régresser même spontanément, sinon rapidement sous traitement anti-acide. Alors, vous avez aussi des causes relativement rares, une maladie hémorragique qu'on ne devrait pas avoir, parce que tous les enfants reçoivent en principe une supplémentation en vitamine K, mais bon, des fois, l'hémorragie digestive peut quand même révéler cette maladie hémorragique. Ça peut être des causes relativement plus rares, la malrotation intestinale, et il ne faut pas oublier le sang maternel dégluti aussi par le nouveau-né. Ça peut être en fin de compte une ulcération de stress, notamment chez les bébés qui sont hospitalisés en milieu de réanimation. Alors, l'œsogastrodiodenite néonatale, c'est juste pour préciser certaines données. Alors, les premiers signes sont représentés par l'hématémèse. Ça peut être aussi des mélénas, voire des rectorragies. Un bébé qui va refuser de s'alimenter, qui va présenter éventuellement des régurgitations. Vous avez aussi des signes déroutants, tel un malaise ou une bradycardie. Et sinon, donc, le diagnostic il est fait par l'endoscopie et l'évolution qui est rapidement favorable. Alors, le traitement symptomatique que l'on peut proposer avant même de faire une endoscopie va dépendre bien sûr de la gravité des hémorragies digestives. On a souvent la main facile aux antisécrétoires, en particulier de l'oméprazole. Bon, il n'y a pas vraiment d'AMM, mais on peut étendre quand même son utilisation même au nouveau-né. Alors, en cas d'HTP connu ou suspecté, en cas d'hémorragie quand même inquiétante, on peut utiliser de la sandostatine en bolus, puis bien sûr un protocole pour le traitement d'entretien, ou la gliprécine aussi qui peut être utilisée pour stopper l'hémorragie digestive. Bon, on a exceptionnellement recours à la sonde de Blackmore, et puis bien sûr le traitement en cas de saignement sur varices, et bien sûr la ligature des varices œsophagiennes. Et puis, vous avez des traitements spécifiques en fonction un petit peu des étiologies. On a parlé des antisécrétoires pour l'œsogastrodiodenite néonatale. Pour l'œsophagite peptique, c'est bien sûr les IPP qui sont donnés en première intention. La gastrite et ulcère IPP, plus éventuellement le traitement de l'hélicobactère. Et puis, pour la prévention secondaire des saignements en cas de varices œsophagiennes, donc il faut contre-indiquer les AINES, éradiquer éventuellement les varices, proposer aussi les bêta-bloquants. Alors, c'est peut-être la dernière plaque qui résume un petit peu la prise en charge des hémorragies digestives hautes, selon un petit peu les recommandations de Société française de gastro-entérologie. Alors bien sûr,
là, devant un enfant qui arrive pour un problème de vomissement rouge, il faut s'assurer qu'il s'agit bien d'hématémèse et non pas d'aliments colorés par d'autres produits. Alors ensuite, il y a l'évaluation un petit peu de l'importance de cette hématémèse selon qu'elle est quand même importante avec un retentissement ou est modéré. Bien sûr, quand l'état hémodynamique est compromis, il va falloir d'abord établir un bon état hémodynamique, voire carrément transfuser l'enfant. Seulement, il faut transfuser, mais rester quand même pas au-dessous plus ou moins des besoins, parce que certaines transfusions, parfois dans certaines situations étiologiques, peuvent accentuer l'hémorragie, notamment dans les varices œsophagiennes. Il ne faut pas sur-transfuser les enfants qui saignent au niveau du tube digestif haut. Alors dans les autres situations, on aura la main quand même pour explorer et pour éventuellement poser le diagnostic. Et vous avez, comme je viens de le rapporter, l'essentiel des étiologies en fonction un petit peu de l'âge de l'enfant et des circonstances, bien sûr, dans lesquelles sont survenues ces hémorragies digestives. Voilà, merci pour votre attention.